Peace and Love. C'est un acronyme qui peut faire sourire ou penser à une époque lointaine. La clinique du coureur a redéfini un nouveau standard pour la prise en charge des blessures aiguës. Que celui qui n'a jamais mis de la glace sur sa cheville foulée lève la main. Il y a certaines habitudes qui sont fortement ancrées dans notre vie et qui n'ont aucun fondement scientifique solide. Pour définir les meilleures recommandations, lorsqu'il s'agit de prise en charge des blessures aiguës, les chercheurs de la clinique du coureur se sont basés sur des recherches scientifiques afin de définir le successeur des méthodes ICE, RICE, PRICE ou encore POLICE. Avec mon invité du jour, nous allons évoquer la genèse du Peace and Love et la manière dont il brise un certain nombre d'idées reçues. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà des murs, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Jean-François Esculier, bonjour. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire un CV pour nous dire qui tu es et d'où tu viens? Oui, bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Je suis donc Jean-François Esculier, physiothérapeute, clinicien chercheur. Donc j'ai fait ma formation de physiothérapeute. Je suis canadien, j'habite dans l'Ouest canadien à Kelowna, dans les montagnes rocheuses. Donc j'ai fait ma formation de physiothérapie en 2009. J'ai terminé en 2009 et ensuite j'ai fait une maîtrise, un doctorat sur les douleurs aux genoux à la course à pied, la biomécanique de course, les chaussures de course. Donc, je suis un passionné de course à pied et ça, j'ai fait ça au Québec, en fait. Puis, je suis déménagé après dans l'Ouest canadien, où je suis toujours. Et j'ai fait là, des études postdoctorales sur les effets de la course à pied au niveau des articulations, principalement au niveau du genou. Parce que, bon, j'entendais toujours la course à pied, c'est mauvais pour les genoux, etc. Donc, mon but, c'était d'aller justement faire des études pour explorer comment le cartilage au niveau du genou, comment l'articulation du genou va tolérer la course à pied. Donc, maintenant, je suis leader de la recherche et développement avec la Clinique du coureur. Ça fait depuis 2011 maintenant que je travaille avec la Clinique du coureur. J'ai enseigné un peu partout dans le monde sur la prévention et le traitement des blessures en course à pied, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, etc. Donc, je suis un passionné de la combinaison de justement du terrain, la course à pied, la clinique où j'aide mes patients. On a une clinique ici avec mon épouse à Kelowna et l'enseignement et la recherche. Donc, j'aime bien combiner un peu tout ça. Et d'un point de vue personnel, je suis coureur aussi, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de courses sur route, 10 km, semi-marathon, marathon, puis maintenant je me concentre surtout sur le trail, sur les distances de 50 km, puis je m'entraîne pour mon premier 86 km actuellement pour dans les prochains mois. Donc voilà. Magnifique CV. Et du coup, la course à pied, c'est mauvais pour les genoux? Non. Non, en fait, c'est la croyance populaire. On a même fait des études où on demande aux gens, est-ce que vous croyez que la course à pied, c'est mauvais pour les genoux? La majorité des gens disent non, pas nécessairement, mais quand on leur demande, mais quelqu'un qui court souvent ou quelqu'un qui court des longues distances, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Puis là, la majorité des gens répondent, ben là, c'est mauvais. Donc, ils ont tendance à penser que peut-être courir une fois par semaine, 5 km, ça va, mais dès qu'on court des marathons, là, on va causer des dommages. En fait, c'est un peu l'inverse qu'on observe dans les recherches les plus récentes. La course à pied, elle est bénéfique
pour les articulations, à condition évidemment d'écouter son corps, de pas s'entraîner dans la douleur. Quelqu'un qui a des douleurs au genou, qui va continuer à pousser à fond, c'est pas idéal. Mais ce qu'on remarque, c'est que les genoux et les articulations de coureurs ont tendance à être plus solides que celles de non-coureurs. Donc, il y a une adaptation qui se passe au niveau des genoux, au même titre que si vous allez lever des charges, faire des squats, etc., vos muscles vont se renforcer. Donc, les articulations réagissent de la même façon. C'est juste un petit peu plus lent, différents mécanismes, mais elles s'adaptent aussi au stress mécanique de la course. J'ai utilisé une des croyances, alors j'ai l'impression que c'est une des croyances populaires les plus ancrées au niveau de la course à pied pour amener le premier point, c'est que euh, à la clinique du coureur, j'ai l'impression que vous aimez bien essayer de casser des mythes. Mais quand on regarde le marketing qui se cache derrière les chaussures avec plaque en carbone, par exemple, ou tout le marketing qui se cache derrière le matériel pour faire du sport, est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de mener un combat qui est déjà perdu d'avance? Ben, écoute, si on se bat pas, on va le perdre de toute façon. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Je suis d'accord avec toi, Hugo, que il y a beaucoup d'intérêts commerciaux qui viennent biaiser les recommandations qui sont faites aux coureurs, qui sont faites au grand public. Mais je pense que ça prend une autre partie qui vient un peu exposer les faits, exposer la science pour au moins essayer de ramener les gens dans un essayer de solliciter leur esprit critique un peu plus. Puis après, bon, les gens prennent leurs propres décisions. Notre rôle, c'est plus de d'analyser, de critiquer, de donner les pour et les contre. Puis on n'est pas contre l'industrie, évidemment. Là. C'est vraiment une question de d'essayer de supprimer la mauvaise information ou de contrer la mauvaise information qu'on entend par rapport aux techniques, aux pièces d'équipement, au marketing qui se fait dans le domaine de la course à pied. Hmm. Si on prend du coup la méthodologie, je dirais, générale de travail de la clinique du coureur, comment, sur quoi est-ce que vous vous basez pour définir qu'une croyance est une fausse croyance, par exemple? Ben, en fait, comme je disais d'entrée de jeu, moi je suis un clinicien chercheur, c'est-à-dire que je lis la science qui est publiée sur différents sujets, tout ce qui entoure la course à pied. Euh, donc là, on enregistre ce podcast, on est lundi, donc moi j'ai dans ma boîte mail ce matin, j'ai tous les nouveaux articles qui ont été indexés dans la banque de données PubMed, qui est la plus grosse banque de données médicale, scientifique au monde. J'ai ça dans ma boîte mail. Tous les nouveaux articles qui ont été indexés avec les mots-clés course à pied, coureur. Et donc, une partie de mon travail, c'est de regarder tout ce qui est publié sur le sujet. Et en fait, on vient ensuite trier tous ces articles-là, les lire, les critiquer, les regrouper par thématique. Et ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la littérature scientifique. Et justement, à ce point-là, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute ces nouvelles références-là à nos formations. On fait des résumés pour les professionnels de la santé, pour le grand public. C'est ce qui nous amène à avoir, cette vue d'ensemble-là nous amène à pouvoir dire, bon, telle, euh, telle tendance, telle pièce d'équipement, que ce soit une chaussure à plaque carbone ou autre, bon, est-ce que les arguments commerciaux sont justifiés ou non en fonction de notre connaissance de la littérature? Donc, il y a un processus très, très rigoureux qui est fait par moi-même, mais aussi par le reste de notre équipe de recherche et développement. On s'entend pas toujours ensemble, c'est-à-dire qu'on a des débats à l'interne aussi sur certains concepts, puis c'est parfait comme ça, mais on va toujours se fier sur la science la plus solide avant d'émettre des recommandations, avant de critiquer, avant d'émettre des jugements sur des arguments marketing. Hmm. Et bah, typiquement, tu parlais des débats. À l'interne, bah, bien évidemment, c'est très bien, c'est très sain que vous débattiez justement pour définir les meilleurs critères à adopter ou choisir les bons mots pour avoir le savant dosage. Mais vis-à-vis de tes autres confrères, tes autres confrères, les physiothérapeutes ou les docteurs, que ce soit au Québec ou au niveau mondial, comment est perçu votre travail
qui finalement consiste à systématiquement bousculer l'ordre établi. Alors, j'imagine bien qu'on passe pas du noir au blanc du jour au lendemain, mais vous êtes quand même systématiquement en train de remettre en cause des choses qui ont été enseignées en école de médecine. En tout cas, j'imagine, je pense là à des choses qui sont dites dans les écoles de médecine en Suisse. Je vais consulter chez un médecin il y a 10 ans ou aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes choses qui sont dites. Donc, comment est-ce que votre travail est perçu par vos confrères? Très bonne question. En fait, ben, parfois ça choque. Puis c'est parfait comme ça. Tu sais, Moi, il y a plein de trucs que j'ai appris justement en école de physiothérapie qui étaient dépassés, démodés. Puis il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir évoluer dans notre réflexion, dans notre pratique. Donc, c'est ce qu'on pousse les gens à faire. Puis après, bon, il y a différents types de personnalités. Il y a des gens qui vont être ouverts au changement. Et il y en a d'autres qui vont être assez résistants au changement, qui sont attachés à leur pratique, la même chose qu'ils font depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et plus. Donc, ça dépend vraiment des gens. Mais bon, après, si personne challenge, donc il n'y a rien qui va changer. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'exposer tout ce qui est nouveau, tout ce qui devrait changer notre pratique, que ce soit au niveau professionnel de la santé ou que ce soit au niveau du public en général. Puis après, bon, les gens décident par eux-mêmes. On peut pas forcer personne, évidemment, mais il y a deux types de réception. Les gens qui sont choqués, puis les gens qui sont ouverts. Après, on peut être choqué et puis se dire tiens, enfin, j'aurais pu y penser, ou alors effectivement, ça tombe sous le sens. Il fallait bien qu'à un moment ou un autre, il y a quelque chose qui vienne peut-être contredire ce que je sais. Après, ça dépend peut-être effectivement de l'esprit d'ouverture qu'ont les gens au départ, ça c'est clair. Exactement. Puis, tu sais, il y a un point qui est essentiel à connaître, c'est que la clinique du coureur n'a aucun biais commercial. C'est-à-dire que on refuse systématiquement les offres, tout ce qui est monétaire. On a reçu des offres dans le passé de compagnies de chaussures qui voulaient mettre de la publicité sur notre site web. On n'a aucune publicité sur le site web de la clinique du coureur. On pourrait faire beaucoup d'argent avec ça parce qu'on a quand même énormément de visiteurs sur le site web, mais on n'a aucun conflit d'intérêt, aucune rétribution financière associée à la promotion de quoi que ce soit. Et en fait, tous nos enseignants, c'est une des exigences aussi pour être enseignant avec la clinique du coureur, c'est de ne pas avoir de biais commerciaux, de commandites avec les marques ou quoi que ce soit. Donc, on veut vraiment, on tient mordicus à cette indépendance-là pour pouvoir formuler nos recommandations, puis pouvoir critiquer s'il y a besoin de critiquer. Ça permet d'avoir effectivement cette crédibilité, clairement. Si on prend justement le fait de bousculer l'ordre établi, et ça nous amène au thème principal de cet épisode-là. Donc tu parlais en préambule de Ice, Rise, Price, Police. La gestion et l'appréhension des blessures, des lésions traumatiques, avec le temps, elle a quand même passablement évolué. Donc, plus que un changement de nom, alors Peace and Love, c'est vrai que ça fait sourire. Moi, ça me fait encore sourire maintenant. Je me dis, purée, vous avez pas de biais commercial, mais en tout cas, vous savez choisir les noms. Parce que on en parle quand même régulièrement. Moi, j'en entends de plus en plus parler. Si on prend quelqu'un qui vient ou qui se retrouve confronté justement à une lésion traumatique, si on décortique les lettres, l'ensemble des lettres du Peace and Love, comment est-ce que ce processus, je vais pas dire de A à Z, mais de P à E, pour Peace à Love, s'inscrit chez quelqu'un que tu prendrais en charge par exemple dans ton cabinet? Mhm. Ouais, ben écoute, même avant de couvrir chacune des lettres, je pense que ça pourrait valoir la peine pour les auditeurs de couvrir un peu ce qui a été fait avant, qu'est-ce que les autres acronymes recommandaient. Mhm. Si ça te va, Hugo. Bien Donc, sûr. les acronymes précédents, donc on parlait de ICE, RICE, PRICE et POLICE. En gros, ce que ça dit, c'est qu'est-ce qu'on fait immédiatement après la blessure. Et de façon grossière, c'est, bon, on protège, on se repose, on met de la glace, on comprime la zone pour limiter l'enflure, l'édème, puis on élève par exemple, vous faites une entorse de cheville, ben, vous vous couchez avec la jambe élevée pour aider à diminuer l'enflure. Donc, tu sais, c'est vraiment dans du protocole de, bon, qu'est-ce que je fais immédiatement? Euh, Puis, il y a un point commun à chacun de ces acronymes-là, c'est, par exemple, le fait d'appliquer de la glace. Euh,
Puis quand on analyse, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui initialement avait proposé de mettre de la glace, elle s'est même ravisée, c'est-à-dire qu'elle a fait, après ça, elle a fait une recommandation elle a dit finalement, faites pas ça, oubliez ça, la glace, faudrait pas appliquer de glace. Mais bon, la pratique comme telle d'appliquer de la glace est tellement ancrée dans notre culture que ça a resté, puis tout le monde pense que bon, faut appliquer de la glace quand on se fait une entorse de cheville ou une blessure musculaire. Donc, tu sais, je disais en préambule, justement, on est arrivé avec les lettres, on s'est assuré qu'il y avait de la science solide derrière, mais il y a aussi évidemment le processus de d'où on part et qu'est-ce qu'on essaie quel genre d'information on essaie de promouvoir, qu'est-ce qui est démodé ou dépassé dans les acronymes précédents. Et donc, ça nous amène justement au Peace and Love qui est divisé en deux parties. Donc, de façon assez savante, le Peace remplace l'ancien Price, par exemple. Donc, c'est ce qu'on fait immédiatement après la blessure, tandis que le Love, c'est ce qui vient après. Donc, quand ça commence déjà un peu à aller mieux, 48 heures, 72 heures après la blessure, qu'est-ce qu'on fait? Ça manquait de façon assez flagrante dans les acronymes précédents, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais maintenant? OK, mais j'ai aucune idée de quoi faire après. Donc, c'est pour ça que le love est nécessaire. Donc, les lettres comme telles, bon, le peace. Donc, le P de peace, en fin de compte, c'est pareil comme dans les acronymes précédents, c'est-à-dire on parle de protection parce que évidemment la structure qui a été blessée, on veut la protéger, on veut si vous vous êtes fait une entorse de cheville, vous allez écouter vos signaux de douleur, vous allez pas vous mettre à courir dessus avec douleur en boitant. Bon, c'est quand même assez logique, mais c'est un point qui est important à considérer par rapport aux prochaines lettres aussi. Parce que quand on veut protéger, réduire la charge sur une structure qui est lésée, c'est qu'on écoute le niveau de douleur. Donc, notre corps va nous envoyer ce signal-là qui nous dit « Hey, il faudrait peut-être que tu prennes ça un petit peu plus tranquille parce que parce qu'il y a une blessure. » Donc, quelque chose à garder en tête pour la suite des lettres. Ensuite, le E qui veut dire élévation, donc pareil comme dans, encore une fois, les acronymes précédents, pour aider à empêcher qu'il y ait trop d'enflure accumulée. Par exemple, s'il y a une rupture de certains vaisseaux sanguins, la circulation va être un petit peu altérée, qui fait en sorte qu'il peut y avoir de l'accumulation d'enflure un petit peu trop importante au niveau de la cheville, par exemple. Donc, la troisième lettre, c'est celle qui a probablement provoqué, je dirais, le plus de réactions, qui est le A, qui veut dire anti-inflammatoire à éviter. Et là, quand on parle d'anti-inflammatoire, on parle de comprimés, que ce soit de la molécule de diclofénac, de la molécule de naproxène. Il y a d'autres molécules en Europe aussi qui sont utilisées. Mais l'objectif ici, c'est de se rendre compte que l'inflammation, après une blessure aiguë, comme si vous faites une entorse de cheville, elle est nécessaire. En fait, c'est la première étape du processus de guérison des tissus, c'est l'inflammation. Donc, si vous dites, moi, je vais prendre des comprimés anti-inflammatoires pour empêcher cette inflammation-là, il y a une multitude d'études qui démontrent que la réparation des tissus ne va pas être aussi bonne, aussi efficace que si vous ne prenez pas d'anti-inflammatoires. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait mettre l'accent sur le fait d'éviter les anti-inflammatoires dans le nouvel acronyme. Puis, je vous dirais, à ma surprise quand même, les médecins ont réagi de façon assez positive à ça. On a eu très peu de très peu de réactions négatives, de gens qui ont dit non, ça n'a aucun bon sens, les anti-inflammatoires c'est bon, etc., etc. Donc ça c'est quand même bien. Par contre, on a aussi inclus dans le A éviter les modalités anti-inflammatoires, par exemple la glace. Et comme je disais un petit peu plus tôt, la glace, finalement, c'était une recommandation qui avait été faite par quelqu'un qui s'est ravisé, qui a dit, non, finalement, on ne devrait pas appliquer de glace. Et de plus en plus, les nouvelles études qui sortent maintenant nous disent, premièrement, il n'y a pas de bénéfice, c'est-à-dire quelqu'un qui applique de la glace sur sa cheville,
après une entorse ne va pas récupérer plus rapidement, ne va même pas avoir moins mal de façon significative, va pas retourner à la course plus précocement que quelqu'un qui n'applique pas de glace. Donc, dans ce sens-là, c'est peut-être mieux de ne pas appliquer de glace. Il y a même des études qui suggèrent que, encore une fois, on vient ralentir le processus de guérison parce que le corps essaie d'amener de la circulation sanguine, du sang dans la région pour guérir. Puis nous, ce qu'on fait, on applique de la glace, ce qui va limiter la quantité de sang qui va arriver dans la région pour guérir les tissus. Donc, cet aspect-là, à notre surprise quand même, a causé beaucoup plus de réactions, Oui. surtout parmi les physiothérapeutes, les entraîneurs, la population générale. Parce que la glace, c'est tellement ancré, les gens se disent, il faut que j'applique de la glace après avoir eu une blessure, alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre l'utilité de la glace. Mais est-ce que ça serait pas un peu Donc ça, lié, c'est... est-ce que ça serait pas un peu lié alors, en tout cas, dans mon cas de figure, à chaque fois que j'ai eu appliqué de la glace, en général, il y a eu aussi un temps de repos derrière. Alors, je sais pas s'il y a un lien, mais appliquer de la glace, peut-être que ça n'a pas d'effet bénéfique. Mais étant donné que je vais pas réexercer une activité physique dans l'immédiat, dans les jours qui suivaient, est-ce que le fait que ça ne fasse pas de mal, ça faisait dire aux gens justement que du coup, ça leur faisait peut-être du bien? Ouais, ben écoute, il y a peut-être ça, mais en fin de compte, c'est que je disais d'entrée de jeu, pour le P, on veut se fier aux signaux de douleur quand Mhm. même, pour Mhm. dire je vais limiter la Bien quantité sûr. de marche ou de course ou peu importe. Et donc là, si le focus est sur l'élimination de la douleur par l'application de la glace, puis là on se dit ben j'ai moins mal, donc je vais aller marcher sur ma cheville parce qu'elle est analgésiée. Mhm. Ben là, je pense qu'on vient un petit peu à l'encontre Bien sûr. du principe de d'écouter les signaux de son corps qui vont nous dicter finalement est-ce que je devrais me reposer versus est-ce que je devrais appliquer de la charge. Donc après, il y a des exceptions. On s'entend si ça fait tellement mal au point où la personne n'est pas capable de dormir, et on sait que le sommeil est ultra important pour la récupération, la guérison des tissus. Bon, là, il y a le ratio risque-bénéfice qui nous dit, bon, peut-être je vais appliquer de la glace pour si ça me permet de dormir, on s'entend. Mais de façon générale, puis je prends la situation classique du coureur ou du joueur de foot qui va avoir une entorse de cheville, le premier réflexe, c'est d'appliquer de la glace immédiatement après. Mais on sait qu'il n'y a pas d'effet sur la guérison et peut-être même un effet délétère sur la guérison, qui n'est pas un effet énorme, délétère qui va compromettre la guérison des tissus de façon extrême, mais on s'entend que il n'y a pas de bénéfice associé. Mhm. Donc c'est pour ça que finalement on a décidé d'inclure cette recommandation-là, d'éviter la glace et voilà. Donc je suis certain qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent actuellement qui disent bon non moi la glace j'aime, je vais appliquer etc. Puis moi à ces gens-là je leur dirais ben écoute c'est pas si grave que ça, tu sais c'est pas un problème majeur là. Mhm. Le risque est assez faible. Par contre, par rapport à les effets des anti-inflammatoires, là, j'aurais tendance à dire c'est probablement une bonne idée de les éviter si possible, parce que la science sur le sujet est beaucoup plus solide. Oui. Donc ça, c'est pour le A. Ensuite, on a le C qui est pour la compression. Donc on veut simplement aller comprimer la région, encore une fois, pour essayer de limiter l'enflure additionnelle causée par exemple, une mauvaise circulation, le fait de pas bouger, etc. Et le dernier E, c'est pour éducation. Et éducation, en fait, c'est un point qu'on voulait ajouter parce que de nos jours, il y a beaucoup de surmédicalisation, de surinvestigation et de surtraitement. Donc, je prends l'exemple classique, quelqu'un qui se fait une entorse de cheville. Je reviens toujours à l'entorse de cheville parce que c'est un exemple assez fréquent. La personne va aller consulter Bon, il faut éliminer d'abord, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fracture. Si la personne elle peut pas marcher dessus, etc., on va faire une radiographie. Mais si on élimine la fracture,
Il n'y a pas de raison de paniquer, premièrement. Il y a pas de... On a une tendance à vouloir aller faire des ultrasons, par exemple, pour traiter cette blessure-là. On va vouloir surtraiter les gens qui ont ces blessures-là dans notre domaine. Donc, il faut juste faire attention. Il faut laisser la nature suivre son cours. Ça va prendre un certain temps à guérir. Puis, il faut simplement éduquer les gens sur, bon, c'est quoi la récupération normale. Le corps, faut quand même qu'il fasse son processus de guérison des tissus. Et voilà. Donc, c'est un peu de rassurer les gens finalement sur l'évolution naturelle d'une telle blessure. Mm. Donc ça, c'est les points clés, là, je dirais, Hugo, d'emblée, immédiatement après la blessure. Puis justement, bon, dès que possible, on entame le love. Et le love, le L veut dire load. Donc on vient recharger, c'est-à-dire on vient marcher sur sa cheville, on vient retourner, on vient reprendre la course quand c'est bien toléré, on se fie au niveau de douleur et graduellement on réexpose le corps à plus de charge. Donc, d'où le terme load. Ensuite, le O, c'est pour optimisme, c'est-à-dire que il y a même des études qui parlent du niveau d'optimisme chez les gens qui est un meilleur prédicteur de la récupération après une entorse de cheville que le grade de l'entorse elle-même. Donc, le fait d'être positif, d'être optimiste et non de paniquer sur la blessure va jouer un rôle certain sur la récupération. Ensuite, le V, c'est pour vasculariser, c'est-à-dire on veut faire une activité cardiovasculaire, comme du vélo. Si quelqu'un qui a une entorse de cheville, on peut commencer le vélo 2, 3 jours après la blessure, dans la majorité des cas. Simplement de faire bouger un peu le corps, activer la circulation sanguine, sans mettre de résistance. Donc un petit vélo facile, puis graduellement augmenter la résistance selon les signaux de douleur. Et finalement, ou la natation aussi, évidemment, ou n'importe quelle autre activité qui vient stimuler la circulation sanguine, c'est l'objectif. Ouais. Et finalement, le dernier E, c'est pour exercice. Où vraiment on va vouloir retrouver l'amplitude articulaire, la force musculaire, la proprioception, l'équilibre, etc. Donc ça doit aussi être adressé. Donc quand je disais, on veut pas surtraiter les gens, souvent le surtraitement arrive dans les phases aiguës, dans les phases initiales, alors qu'on devrait peut-être un petit peu plus focusé sur bien guider la personne d'emblée, mais dès que possible, on recharge et les exercices à ce moment-là sont évidemment très, très utiles pour retourner aux activités. C'est QFD, comme on dit, c'était ce qu'il fallait démontrer. C'est un processus, alors c'est un processus bien décrit, mais est-ce que on passe forcément, ou alors est-ce qu'on doit systématiquement passer par chacune de ces étapes-là quand on a, par exemple, une entorse? Bonne question. En fait, il y a différents grades d'entorse. Il y a des grades 1, par exemple, qui vont causer une petite douleur à la marche, pas d'enflure nécessairement. Donc, c'est sûr que dans ces cas-là, on ne viendra pas nécessairement aller comprimer ou élever la blessure. On va passer rapidement vers le love, on va recharger, on va faire du cardio déjà. Puis ces blessures-là vont être résorbées, vont être guéries en l'espace de quelques jours, une semaine, 2 semaines. Donc, je pense que faut quand même juger, évidemment, selon la gravité de la blessure. Euh, mais pour la majorité des cas, il va quand même avoir besoin d'une période de peace dans les premiers, la première période, là, les 24 heures, 48 heures après la blessure. Puis parfois, on va passer les étapes de façon assez rapide. Mhm. Et puis, il y a quelque chose qui me frappe toujours à chaque fois que j'ai eu regardé les ressources, les contenus de la clinique du coureur. Alors, ça paraîtra peut-être bête pour toi, mais c'est des choses que je comprends. Je m'explique, c'est des termes compréhensibles. Moi, je lis le PCNE, je me dis, ok, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Est-ce que c'est réellement du contenu ou est-ce que vous l'avez rendu aussi simple que ça pour qu'il puisse être compris par le plus grand nombre? Ou est-ce que c'est aussi simple que ça en a l'air?
Je dirais, Hugo, que dans tout ce qu'on fait, l'objectif, c'est d'éduquer la population. Donc, éduquer, oui, les professionnels de la santé, mais éduquer le public, le grand public sur les meilleures façons de faire, ce que la science dit. Donc, il y a un rôle de vulgarisation qui est essentiel dans tout ça. Donc, c'est sûr que si moi je produis des documents, je produis des ressources, je vais m'assurer de parler à la personne qui n'y connaît rien Mm. pour s'assurer que c'est compris. Donc, c'est pas un processus qui est simple toujours. C'est un processus qui est toujours en développement. On améliore nos choses, on travaille en équipe pour. Parfois même, on fait lire à des gens du public général pour nous donner leur avis. Euh, Puis c'est ce qui nous permet justement d'avoir du contenu qui est accessible à tout le monde. Mhm. Parce que si on prend, je pense que pour moi, la lettre la plus représentative du Peace and Love, c'est le LOAD, le L du Love pour la quantification du stress mécanique. À chaque fois qu'on se fait une entorse, justement, tu as très justement utilisé les différents types d'entorses. Ça m'arrive régulièrement de me tordre la cheville quand je fais du trail. C'est la vie. On a mal jugé le caillou sur lequel on s'est appuyé et puis bam, la cheville elle se tord. Donc on fait son entraînement, les muscles sont encore chauds, etc. Donc il n'y a pas de problème. Et puis le lendemain, on peut ressentir une petite douleur. Et là, on est déjà dans cette fameuse quantification de la charge, parce qu'on va peut-être un peu moins appuyer sur la jambe, etc. Mais on va pas s'arrêter de marcher. Donc je dirais, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on fait naturellement, déjà au quotidien, même sans avoir trouvé le terme peace and love. Oui, ben oui. Puis en fait, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que puis c'est pour ça que dans le A et le E, finalement, on essaie de prôner le fait que le corps va avoir tendance à... Il y a des mécanismes qui sont présents, qui sont développés pendant des millions d'années pour optimiser la guérison des tissus. Donc, le signal de douleur dont tu parles, c'est exactement ça. Donc, c'est ta cheville qui dit, ben, écoute, essaie de me charger un peu moins pendant une journée, deux journées. Puis, toi, tu vas le faire de façon réflexe. Puis, ça va s'améliorer. Puis, il y a plein de gens avec des entorses de cheville qui consulteront jamais en physio ou en médecine parce que ils vont simplement faire la bonne chose puis ils vont guérir par eux-mêmes. Donc, on a une tendance à vouloir toujours interférer avec la nature, mais ce processus de guérison-là est tellement, en anglais, on dit fine-tuned, là, donc c'est Mhm. vraiment, ça s'est développé à travers des millions d'années d'évolution, puis c'est pas mal plus performant que nous qui essayons de modifier ce processus-là pour optimiser la guérison. Mm. Et d'ailleurs, quand tu parles d'interférence, il y a un terme qui résonne. Je sais plus où j'ai vu une vidéo, je crois que c'était Blaise, qu'une fois il était interviewé, et puis il disait qu'il y avait un marathon aux États-Unis, je sais plus lequel, où dans les urines des participants, ils ont découvert qu'il y avait une quantité juste astronomique d'anti-inflammatoires dedans. Ouais. Donc c'est... Oui, en fait, il y a même des études sur le sujet. Il y a environ 50% des coureurs qui vont consommer des anti-inflammatoires avant de prendre le départ d'un marathon. Donc, c'est insensé quand on y pense. C'est des gens qui soit ont des blessures, vont vouloir un peu couper les signaux de douleur pour pouvoir compléter leur marathon, ou encore c'est des gens qui en prennent de façon supposément préventive pour aider à réduire les sensations de douleur pendant la course pour pouvoir pousser un peu plus. C'est un problème. On Mm. s'entend que c'est un problème, là. Des gens qui consomment des pilules comme ça, la moitié des gens, puis ça, c'est les gens qui sont... la majorité, c'est par questionnaire, là, ces études-là. Donc, on demande aux gens, avez-vous consommé des anti-inflammatoires? C'est 50% qui affirment en consommer. Ça, c'est des gens qui sont honnêtes, là. Il y en a plein qui vont dire non, mais qui en ont pris. Ouais. Euh, et c'est dramatique. Il y a même des études il y a une étude sur justement les anti-inflammatoires et la course à pied où on demande aux gens, connaissez-vous les anti-inflammatoires, les effets secondaires des anti-inflammatoires? La majorité des gens ne les connaissent pas, mais 93% des gens aimeraient les connaître. C'est-à-dire que Mhm. moi, j'aime bien ramener la notion de consentement là, quand on fait un traitement, quand on propose une thérapeutique à quelqu'un, ou c'est comme si on disait juste les
potentiels bénéfices, mais sans jamais dire les risques. Oui. Et les gens, en fin de compte, prennent ces pilules-là qui sont accessibles sur les tablettes des pharmacies, sans prescription, mais sans connaître les risques. Et des risques, il y en a. Les risques, c'est jusqu'à 1% de complications sévères avec des saignements gastriques et intestinaux. Donc, il y a des risques associés à cette prise anti-inflammatoire-là, surtout dans un contexte d'exercice à haute intensité, comme la course à pied en marathon ou en ultramarathon. Mhm. Ouais, là, tu parles effectivement d'une prise prolongée, j'imagine, quand même, d'une prise prolongée d'anti-inflammatoire. Pas nécessairement. Mm. Pas nécessairement. Il y a des complications chez les gens qui vont prendre, par exemple, des plus grosses doses une fois ou deux avant une course. C'est pas obligé d'être une prise prolongée, non. Mm. Ah, c'est assez choquant, effectivement. Finalement, c'est un peu ça le rôle de la clinique du coureur, c'est d'essayer de s'assurer que les gens savent les pour et les contre. Mhm. Et quand on parle de guérison tissulaire, ben après, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils se font une entorse de cheville, ils peuvent appliquer de la glace, ils peuvent prendre des anti-inflammatoires s'ils veulent, mais s'ils connaissent les risques, au moins, ils vont être capables de prendre une décision éclairée en fonction de la science actuelle. Mm. Qui peut potentiellement être amené à évoluer. Alors, si je me fais allez, je vais faire l'avocat du diable. Je me dis, bah, Oui. qu'est-ce qui nous dit que dans 5 ans, vous allez pas dire l'inverse? Tu vas pas me redire l'inverse dans 5 ans de ce que tu viens de me dire. En fait, non, finalement, la glace, c'est très bien. Il faut appliquer la glace parce que c'est une super idée. Et puis, ça te permet de... On s'est rendu compte qu'en fait, au bout du 8e jour, ça accélère la guérison de, je sais pas, 3%. Ouais. Ben écoute, je te dirais qu'on essaie de se fier le plus possible à la force des preuves scientifiques quand on va dicter le ton de nos recommandations. Mhm. Par exemple, si on dit les anti-inflammatoires, ben c'est assez clair. Là, on a des études, on en a, qui démontrent un ralentissement de la guérison des tissus, une moins bonne qualité, surtout au niveau musculaire, là, parenthèse. On regarde un muscle qui a été lésé, puis la majorité des études sont faites sur des rats quand même, mais il y a des études chez les humains qui démontrent juste par histologie, là, on analyse avec un microscope des coupes de tissus musculaires là, qui avaient été blessés, soit qui a pris des anti-inflammatoires ou qui n'en a pas pris. C'est assez dramatique comme différence d'un point de vue microscopique. Donc, où on en est actuellement, ça serait assez étonnant que dans 5 ans, on dise non, les anti-inflammatoires, prenez-en, c'est super bon pour guérir vos blessures musculaires et vos entorses. Mhm. Après, on s'entend, là, il y a des utilités pour les anti-inflammatoires. Là. Je dis pas personne ne devrait jamais en prendre pour aucune condition. Là. Donc, on parle ici de blessures aiguës des tissus mous comme les entorses de cheville, des blessures musculaires aiguës. Donc, il faut simplement préciser ça. Euh, la glace, on a quand même plusieurs études qui sont des essais cliniques randomisés où on va dire à la moitié des gens, toi tu mets de la glace, l'autre moitié on dit toi tu mets pas de glace avec aucun effet, aucune différence d'effet entre mettre de la glace puis ne pas en mettre. Donc, actuellement, on a quand même plusieurs études qui justifient la recommandation de ne pas utiliser de glace. Mhm. Par contre, sur d'autres sujets, comme je sais pas moi, les chaussures à plaque carbone, ça fascine les gens. Ben, actuellement, les études qu'on a sur les chaussures à plaque carbone, c'est des études de faible qualité qui disent ben, peut-être que les gens peuvent économiser un peu plus d'énergie, les records ont tendance à s'améliorer avec les années, etc., etc. Mais on n'a pas d'études actuellement qui nous dit ben, si on donne à un groupe des chaussures à plaque carbone et on donne à un autre groupe des chaussures, par exemple, minimalistes, on leur donne le même type d'entraînement, c'est contrôlé, etc., que les gens avec chaussures à plaque carbone vont performer euh, de meilleure façon. Donc, ça n'existe pas, ces études-là. Donc, d'ici là, nos recommandations, c'est ben, actuellement, on n'a pas de preuves pour justifier la recommandation de chaussures à plaque carbone. Mhm. L'industrie les suggère de façon assez forte. Donc, moi, je suis prêt à ajuster ma recommandation. La clinique du coureur est prête à ajuster ses recommandations en fonction de la science qui sort, parce que c'est un domaine qui est assez jeune.
Par contre, la tendance actuelle, c'est que on n'a pas vraiment de bénéfices solides. Par contre, ça peut changer. Mais pour répondre à ta question plus tôt, sur des sujets comme la glace et les anti-inflammatoires, ça serait quand même plus étonnant qu'on arrive dans 5 ans en disant faut vraiment mettre de la glace, là. Ça aide vraiment beaucoup plus la guérison. Mm. Après, c'est hyper rassurant de se dire que, y compris ceux qui veulent casser ou bousculer l'ordre établi, sont aussi conscients que peut-être dans un avenir prochain ou lointain, quelqu'un va infirmer les choses qu'ils ont dites. C'est aussi assez sain, donc je trouve c'est une très bonne Ouais. chose. Puis, je disais d'entrée de jeu, là, moi j'enseigne avec la clinique du coureur depuis 2011. Le contenu de nos formations, là, je sais pas si toi ou certains des auditeurs nous suivent depuis 12 ans, 13 ans et plus, là, mais les recommandations ont beaucoup changé parce que la science change. Mhm. Donc, c'est vraiment un de nos points clés, c'est qu'on ajuste nos recommandations en fonction de la nouvelle science qui sort, puis on est toujours ouvert au changement, là, à condition évidemment d'avoir de la science solide. Là. C'est pas, faut pas juste dire une petite étude avec 10 sujets qui est sortie qui nous dit tel truc. Là, on Ouais. s'entend qu'on faut l'analyser de façon solide. Mm. Typiquement, si on prend les contenus que vous proposez, alors la partie Peace and Love, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement accessible. Il y a d'autres choses que j'ai trouvé accessibles. Votre public cible, alors j'ai compris qu'il y a une partie qui s'adresse au grand public, vous vous adressez également aux professionnels, mais pour quelqu'un qui veut aller plus loin, comment est-ce que je fais moi pour m'instruire encore davantage dans tout ce qui est éventuellement les chaussures en plaque carbone, le traitement des blessures, les chaussures minimalistes, ou alors les chaussures maximalistes, la prévention des blessures, moi en tant que coureur bêta. Comment est-ce que la clinique du coureur peut m'apporter quelque chose, si elle peut m'apporter quelque chose? Oui, en fait, on a publié un livre qui est un livre grand public Je qui l'ai. s'appelle La clinique du coureur. Ouais, tu l'as, ouais, Ah, voilà. Donc, c'est probablement la prochaine étape pour la majorité des coureurs qui nous écoutent, qui ont été exposés à certaines ressources, qui nous suivent sur les médias sociaux. Le livre, on a fait intervenir dans le livre des dizaines d'experts internationaux hmm. sur différents sujets. Donc, c'est pas. Il y en a qui disent des fois, ah oui, c'est la clinique du coureur qui, qui font plein de recommandations. Non, c'est basé sur la science, puis c'est pour ça qu'on implique des experts qui viennent donner leur avis sur certains trucs. Parce qu'en fin de compte, si on lit tous la même science, on devrait tous avoir à peu près les mêmes recommandations. Donc, je dirais que c'est la prochaine étape pour s'instruire pour ceux qui nous suivent un peu à distance, là. Génial. Je mettrai la référence du livre, comme ça un maximum de monde pourront l'acquérir. Il ne me reste plus qu'à te remercier en tout cas infiniment Jean-François d'avoir pris le temps d'expliquer le Peace and Love. J'imagine que tu as dû en parler passablement ces dernières années, mais merci de l'avoir exprimé avec autant de clarté. Ouais, ben ça me fait plaisir, Hugo. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que on l'a publié pour la première fois, c'était en 2019, le Mm, Peace and Love. Ça mm, fait quand même, ça fait 5 ans mm, de ça déjà. Et, euh, et initialement, c'était un article de blog qu'on a mhm, publié. mhm, Puis finalement, on l'a publié dans le British Journal of Sports Medicine, qui est la revue scientifique en médecine du sport la plus prestigieuse dans le monde, donc qui est mhm. vraiment une référence dans le domaine médical, dans le domaine de la réadaptation, ainsi de suite. Et depuis, ça a attiré énormément d'attention. De un, comme tu disais tout à l'heure, parce que l'acronyme, il est quand même bien fait, là, c'est, Mhm, c'est bien pensé, Peace and Love, mais de par la rigueur qui vient avec, puis le fait que ça change les pratiques. mhm, Donc, même 5 ans après, tu vois, même hier, avec Blaise, on a eu un email d'une personne qui est impliquée dans la Fédération internationale de basketball qui allait inclure le Peace and Love dans leur prochaine liste d'envoi aux membres de la Fédération internationale. Donc, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, c'est quelque chose qui, on l'espère, va continuer à faire changer les pratiques, à faire réfléchir les gens sur les meilleures façons de traiter ces blessures aiguës.
extraordinaire. En tout cas, je me réjouis que le podcast, avec sa maigre contribution, continue à perpétrer, en tout cas à transmettre ce message-là. Je te remercie infiniment, Jean-François, encore d'avoir pris le temps dans ton Canada lointain d'avoir répondu à mes questions. Ça fait plaisir, Hugo. Merci beaucoup de l'invitation. J'espère que les auditeurs auront apprécié. Puis si s'ils veulent aller chercher plus de ressources, là, on a même une infographie. Je ne sais pas si tu peux aussi peut-être même la publier sur la page de ton podcast. Une infographie qui résume le Peace and Love, les lettres de façon assez brève. Donc une ressource assez intéressante pour le grand public. Ça sera fait avec grand plaisir vu que j'ai ton autorisation. Merci beaucoup, Jean-François. Une belle Merci, journée à Hugo. toi. À bientôt. Merci à toi. Au Ciao. revoir. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.